Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Rethink Mauritius. Mes invités aujourd'hui sont Sharon Chetty de la Microfinance de la MCB et Faiza Modène, futurpreneur, star sur Maurice Info depuis quelques temps, depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises, micro-entreprises. Alors, première définition, je vais parler à la banquière. C'est quoi une entreprise selon vous? Alors, une entreprise, ça peut être une personne ou une famille qui détient un business. Et voilà, une entreprise, ça dépend, est-ce que vous me parlez de micro-business? C'est quoi une définition d'une entreprise? Pour une banquière, c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est quelqu'un qui a un emplacement, une activité, et ça peut être des commerçants, ça peut être un menuisier ou quelqu'un qui a un salon de coiffure, qui a une activité propre à lui. Alors pour celles qui font de la formation comme futurpreneur, vous étiez à Bagatelle, un bel endroit, oui, voilà Bagatelle. Alors c'est quoi une entreprise pour vous? Donc alors une entreprise pour moi c'est donc les entreprises, il faut dire c'est une chose, les entrepreneurs c'est une autre chose. On parle d'entreprise, on va pas rentrer dans commencer à mélanger les entreprises. Donc les entreprises c'est une entité, un brand name pour quelqu'un qui a un produit, qui va vendre, qui décide de faire une entreprise, c'est une entreprise. Si je regarde un peu le rapport qui a été présenté par le ministre il y a quelques temps, il demande c'est quoi un SMI à Maurice. Il dit à Maurice le concept de SMI, le micro est vague, les définitions de désignation restent tellement évasives, même parmi les agences du gouvernement. Qu'est-ce que ça vous dit ça? Même le terme légal, même on ne sait pas où est les SMI, ce sont les micros. Donc, alors, moi je dirais que les SMI, les petites et moyennes entreprises, donc ce sont des entrepreneurs, comme je dis, voilà. Les entrepreneurs, première chose, ce sont des personnes fabricantes. Donc c'est ça, des entrepreneurs. Donc quand on dit entrepreneur, la définition des entrepreneurs, je pense qu'on a regardé ça à Bagatelle. Donc, c'est contracteur. La personne doit être fabricant. Ou sinon, sous-contracte avec quelqu'un, ou même être contracteur. Donc, c'est ça, les petites et moyennes entreprises. Vous êtes d'accord au niveau des finances? C'est le même angle que vous avez? Contracteur, employeur, petit business, marchand carte au piment, marchand d'alcool. Oui. Il y a plusieurs définitions. Il y a qui vont dire des self-employed, il y a qui vont dire des petits business, des petits entrepreneurs. Donc, il y a plusieurs façons de définir. Mais au final, c'est une activité qui est propre à la personne, qui se dédie à son business. Combien de types d'entreprises que vous avez comme ça au niveau... Il y a plusieurs. Il y a côté, c'est-à-dire des industries, manufactures, il y a des boutiques, des commerçants, il y a des contracteurs aussi, il y a des petits business comme des salons de coiffure. Donc, c'est vraiment multiple. Et pour les entrepreneurs, il y a des petits entrepreneurs, il y a les start-up, il y a tout le monde, il y a tellement de mots et de noms maintenant. Mais je dois dire qu'elle a raison, donc catégorise les entrepreneurs, comme elle dit, self-employed, chef d'entreprise, tout ça c'est la même définition. Simplement que les gens utilisent leur propre terme d'être entrepreneur. Mais il faut savoir que les entreprises, comme on dit SMI, les petites et moyennes entreprises, je dois dire que ça définit en termes du budget, du turnover aussi. Pourquoi? Parce qu'un SMI ne peut pas faire 100 millions chiffre d'affaires. Là, c'est un LMI, là. LMI. Donc, une grande entreprise. Moi, je dis que les petites et moyennes entreprises doivent, moi je dis un barème de 250 000 à monter jusqu'à un plafond de 5 millions. Ça, c'est catégorique de petites et moyennes entreprises. Quand même qu'il y a des entreprises qui font
plus de 5 millions qui se met dans le barème, le plateforme des SME. Donc, je pense qu'il faut quand même différencier les petites et moyennes entreprises, ce qui est très important. Le mot est dit différencié, mais quand je regarde un peu la définition, on dit que le SMI c'est défini par le SMIDA Act. Là, je vais rentrer un peu de technique, mais que la MRE a sa définition. Pauline, comme tu as statistiquement recherché sa définition par rapport à les employés. Bon, ils disent qu'un petit business, c'est moins de 10 personnes et un grand business, c'est plus que 10 personnes. Alors, comment vous voyez ça au niveau de la banque? C'est-à-dire, si jamais moi je viens, vous allez regarder le nombre d'employés que j'ai pour me catégoriser, pour savoir quel est le montant que je vais avoir. Bon, normalement, on a tendance à définir les micro-business, c'est-à-dire ils ont un chiffre d'affaires de moins de 2 millions annuels par an. Et aussi, nombre d'employés aussi, c'est moins de 5 personnes. Alors que la PME, petite et moyenne entreprise, est catégorisée plutôt avec un chiffre d'affaires de moins de 10 millions par année. Et aussi, nombre d'employés, ça doit être au plus aller moins de 10 personnes. Donc, nous, ce que nous faisons à la MCB Microfinance, c'est que nous offrons des facilités pour les deux secteurs, c'est-à-dire les vraiment micro-business et aussi les PME, parce que quelqu'un peut faire un chiffre d'affaires de 5 millions ou 6 millions par an, mais leur profit n'est pas vraiment équivaut à ça et c'est beaucoup moins. Il y a un petit concept là, c'est un point très important, on a chiffre d'affaires et profit, parfois les mots. On a l'impression qu'on se mélange un peu. Parfois, on dit on fait des profits, on fait chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi un chiffre d'affaires? Et Sharon va m'expliquer c'est quoi le profit. Parce qu'elle est intéressée dedans pour savoir si on peut emprunter, s'il peut emprunter, s'il peut faire. Il faut se dire, vous reprenez l'argent, une banque, et c'est dans les profits, il va tirer ça, il ne pourra pas faire dans le cost. Alors, c'est quoi un chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires défini en termes de budget de travail qu'on a. Donc, en termes de chiffre d'affaires, par exemple, on prend l'exemple de charcuterie. Donc, c'est le nombre de charcuteries que je vends. C'est ça qui détermine mon chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'importation, exportation, ça rentre dedans. Donc, c'est gonflé deux fois. C'est y compris, c'est un, comment dire, on dit grosso modo, ça rentre dans le chiffre d'affaires. Donc, et le profit, c'est-à-dire que c'est ce que j'achète. Ce que je vends, je prends le dernier, je retire le premier, c'est ça mon profit. C'est ça qui intéresse la banque. Non, on prend le tout en considération, bien sûr, parce qu'on doit voir quelles sont les ventes, quels sont les achats par mois. Et aussi, on retire aussi toutes les dépenses par rapport au business et aussi à la famille, parce qu'il ne faut pas oublier que les petits entrepreneurs, les business, l'argent qu'ils vont prendre, c'est aussi pour la famille, les besoins familiales aussi. Donc, on prend tout ça en considération. C'est ça qu'on appelle le cost of business. C'est ça que parfois, quand on reçoit la taxe, on a cost of business. On ne sait même pas ce que c'est. C'est ça. C'est ça que vous dites là, le cost of business, of doing business. C'est ça, oui. On prend tout en considération. Parce qu'il y a cost of startup tout maintenant. Non, mais c'est le cost en général pour des entreprises. Afin de débuter, il faut mettre en place le coût. Qu'est-ce que ça équivaut avant d'aller de l'avant? Il y a plusieurs choses. Donc tout ça rentre dedans, le coût de l'entreprise. C'est-à-dire trade license, licence, PMI, tout est inquanté. Ça globalise quand même le coût, pas juste comment dire, le coût de licence, etc. Mais ça englobe en général le cost of sales, le coût du matériau, les dépenses, donc ça regroupe tout en général. Justement, en général, on dit que 75% de ceux qui ouvrent leur business, c'est qu'ils voulaient être leur propre patron, comme je suis, comme vous. Malheureusement, oui, Sharon ne l'est pas, et sûrement Faiza l'est. 75% veulent être leur patron, arriver à un certain âge. Je pense qu'il y a le cap de 40 ans, tout le monde commence à vouloir faire ça. Qu'est-ce que ça vous dit? 75 personnes veulent être leur propre boss, ça, mon dit. Mais je pense que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes aussi, après leur étude,
ils décident d'avoir leur propre business parce qu'ils ont des idées extraordinaires et ils veulent se mettre à leur propre compte, gérer leur propre business et aussi ils ont une passion pour ce qu'ils veulent faire. Et voilà, donc... Faiza qui a l'habitude de parler aux entrepreneurs, alors comment Je suis- ça se sent sur le terrain. Ça se sent sur le Exactement. terrain. Justement, auparavant, j'étais dans mon coin, communication, etc. Mais en fin de compte, les entrepreneurs, je dois dire qu'ils sont vraiment, vraiment brillants, talentueux. Donc, pour travailler à son propre compte, c'est vrai qu'il n'est pas facile de prendre une décision pareille, parce que le travail est double. Il faut travailler pour soi pour pouvoir avoir une paye, pour pouvoir faire des dépenses, etc. C'est vrai qu'il n'est pas évident, mais n'empêche que ces entrepreneurs, je pense qu'ils ont beaucoup de talent. Sauf qu'il faut peaufiner un peu les entrepreneurs afin qu'ils puissent briller, comme je dis tout le temps, de mille feux. Et je pense qu'il est faisable du moment qu'on a les bons outils. Donc, je pense que tout est faisable, les entrepreneurs. Dans ce même sondage, on voit que 35% ont créé leurs entreprises parce qu'ils étaient sans travail, c'est une réalité mauricienne, et qui ont perdu leur emploi. Alors, quand vous voyez un entrepreneur qui vient comme ça, qui vient à Belle-Rose, vis-à-vis d'une grosse boîte, on peut dire une grosse boîte de boissons gazeuses, on ne va pas dire la marque. Donc, il vient, il a perdu son travail, il veut monter son entreprise. Alors là, comment vous l'accueillez? Comment vous accueillez tout ça? Bon, déjà, pour la MCB Microfinance, les business qui sont éligibles, c'est pour ceux qui ont au moins 1 an minimum d'opération. Donc, la personne qui a perdu son travail, du jour au lendemain, il veut, je sais pas moi, il travaillait dans le bois, il veut ouvrir sa petite entreprise de cabinet making, comme on dit, faire des armoires, faire des chaises. Il est bloqué pendant 1 an, là. C'est-à-dire, il n'a pas d'aide. Pour le moment, la MCB Microfinance, on ne peut pas vraiment financer ceux qui ont juste un projet, une idée. Parce que Pas de start-up, c'est-à-dire start-up, pas c'est de pas votre start-up, parce qu'il faut préciser que les loans qu'on offre, c'est sans garantie. Donc, on va revenir tout à l'heure parce que sans Ok. garantie. Là, je ne sais pas trop sûr si c'est vraiment sans garantie. plutôt la Alors, SMIDA qui pour est là. Faiza, toi qui as l'habitude de rencontrer les entrepreneurs, est-ce que vraiment 35% sont des personnes qui sont venues chômeurs, qui ont été licenciées pour des raisons X, Y, Z, et maintenant se disent, what to do? To do is my own business. A priori, 35%, je dois dire que c'est raisonnable. Il faut dire aussi que 35%, il y en a des gens qui ne répondent pas aussi. Donc, moi, je dirais que plus ou moins, oui. Ça se sent quand vous parlez avec les entrepreneurs au féminin Oui. aussi, ça, Je peux dire, c'est oui. une Il grosse y a partie, c'est une grande partie. une grande partie. Et je dois dire que les entrepreneurs, donc, il y en a qui sont self-employed, comme se sont licenciés et travaillent à leur propre compte. Et il y en a des femmes battues qui ne trouvent pas quelque chose, leur mari n'arrive pas à comment dire, régulariser les dépenses, etc. Donc la femme se met au travail, donc c'est là, elle devient des chefs d'entreprise. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont employeurs, qui sont employés dans une entreprise et décident de travailler à leur propre compte. Donc il y a des différentes Après ça, cabri, non, quand catégories. vous dites, c'est-à-dire une employée qui a été renvoyée ou bien un employé qui a son Travail travail, et- mais on appelle ça faire un cabri. Ici à Maurice, exactement, Donc, faire un cabri. Et Il fait un cabri, c'est-à-dire Exactement. il fait la concurrence à son patron. il y en a qui font des concurrents, il y en a qui ne font pas des concurrents, mais comme je dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui quittent des entreprises pour aller travailler à leur propre compte, mais n'empêche qu'il fait de la compétition. Mais non seulement qu'il tue le marché du travail, mais il tue le business en général. Ces Ça, chiffres je que je viens de dire n'encourage là, personne. Sharon, vous êtes d'accord, la MCB a ces chiffres-là? Est-ce que quand vous voyez des jobless, souvent vous avez fait un profiling, vous savez quand quelqu'un
vraiment il veut être indépendant, vous allez poser toutes sortes de questions, on va vous donner un loan. Vous n'allez pas vous sourire, je vais vous sourire, vous allez me donner un loan. Non, pas du tout. Alors, comment ça se passe? C'est que la personne, il va venir à l'agence, enfin, il ou elle va venir à l'agence et va faire une application. Ce qu'on demande, c'est que, comme je vous ai dit avant, que le business soit opérationnel au moins d'une année et que la personne a son Business Registration Card. BRN, exactement. Et nous allons faire un check sur le client pour voir s'il a des loans avec les autres banques. Ça s'appelle MCIB. On a ce rapport-là avec Banque de Maurice. Nous allons vraiment vérifier si la personne est trop endettée ou si la personne a des loans et aussi il rembourse bien ses prêts. Donc, suite à ça, on va aussi analyser le projet qu'il a. Bien sûr, ça doit être par rapport au business. Plan, on va parler de tout ça tout à l'heure. Ce sont des gros mots pour moi. Des grands mots, pas des gros mots, mais ce sont des grands. Alors, on voit que dans les entrepreneurs aussi, ceux qui s'avancent, on voit que dans ce rapport du ministère, que peu de personnes, vraiment de personnes, ont cette fibre d'entrepreneur-là. On est toujours dans ce truc, pas de boulot, où va être son projet. Alors, Faiza, vous êtes un peu plus proche que Sharon dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez vu des vrais entrepreneurs de chez Entrepreneurs et compagnie? Oui. Je ne peux pas dire non dessus. J'ai rencontré toutes sortes d'entrepreneurs, multi-level entrepreneurs. Il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont vieux. Donc, je dois dire que c'est pour ça que j'ai créé le plateforme de Futurepreneur Talk. Futurepreneur, alors, il faut dire que ces personnes qui sont jobless aujourd'hui, ils peuvent travailler. Donc, peuvent créer quelque chose. Moi, je dois dire que ici à Maurice actuellement, il y a 1001 opportunités. On ne peut pas dire que Maurice, il n'y a pas d'opportunités. Il y a d'opportunités. Mais il faut savoir où mettre les pieds. Où il faut mettre les pieds là. Exactement. Dans quoi on investit? Dans quoi on investit, dans quoi, comme je dis toujours, turning ideas into opportunities. Mais ne pas faire quelque chose qui est concurrent. Par exemple, on prend toujours le cas de fast-food que tu aimes bien. Marchand mine, ce que j'appelle exactement, marchand mine, qui pas tout mine, qui bon pour manger. Mais n'empêche que ça va de côté fast-food là, je dois dire que il y a beaucoup qui le font, mais qui ne sont pas régularisés aux normes standards du health and safety, etc. Donc, je pense que tout ça joue quelque chose. Quand quelqu'un vient à la banque, Sharon, donc il veut une coiffeuse, donc vous regardez un petit peu à côté, s'il n'y a pas 40 coiffeuses, tout le monde, vous partez, c'est comme si un supermarché de la coiffure. Est-ce que vous regardez, si c'est un critère, vous regardez, vous savez, bon, dans votre rue, il y a une coiffeuse ici, une coiffeuse à côté. Bon, on ne peut pas vous aider parce qu'il y a trop beaucoup de coiffeuses. Vous allez mourir parce qu'il faudra se faire un nom. Et le nom-là, ça se fait pendant... Vous êtes deux belles femmes, je pense que la coiffure, vous n'allez pas aller chez une coiffeuse qui n'a pas un nom. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que c'est un travail de terrain, donc c'est-à-dire le relationship officer qui est en charge du dossier prend contact avec la personne, allons dire que c'est un salon de coiffure, et l'officier va aller justement sur le lieu du business pour analyser comment ça se passe, s'il y a beaucoup de clients qui viennent pour faire les cheveux, etc. Et on va analyser aussi les chiffres. Peut-être la personne aussi a un cashbook où il écrit tous ses chiffres d'affaires. Et comme vous dites, on va analyser aussi compétiteurs, qu'est-ce qu'il y a aux alentours, s'il y a d'autres salons. Donc tout ça, on prend en considération, bien sûr. C'est un gros boulot, alors. Enfin, c'est pas signer une feuille de papier pour dire, OK, prenez l'argent. Il y a beaucoup de travail de terrain aussi. On n'a pas l'impression qu'il y a du travail de terrain, Faiza. On pense qu'on va dans la banque, on s'assoit, on deal. Je pense que, alors, franchement, vous dire que la personne qui travaille at the back office et le client, c'est tout à fait normal que le client va penser que la banque ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Mais au cas contraire, moi, je suis en tant que femme entrepreneur et j'ai formé le plateforme de Futurepreneur Talk. Je vois que c'est vrai qu'il y a un gros travail derrière. Et je ne peux pas non plus dire que la banque ne fait pas son travail. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous êtes heureuse, merci, alors. Merci. Vous êtes heureuse, alors. Ça veut dire que la banque ne fait pas ce travail. Il y a toujours un suivi derrière.
Parce que franchement, je dis, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent A, mais après quand on vérifie, c'est pas A, c'est B. Exactement. Donc, Cause menti. je ne dirais pas ça mensonge. Enrober un peu le mensonge. C'est plutôt que, comment dire, trianguler à l'amour aussi. c'est même pas trianguler, mais plutôt l'apparence est trompeuse. Ouais. Voilà. C'est-à-dire bien Enrober, habillé, maquiller, bien etc. tout, bien tout. Mais après, Vous avez des- quand on regarde la réalité, c'est pas ça. Mais moi, je dois dire que les entrepreneurs que j'ai rencontrés, bon, j'ai rencontré pas mal de catégories d'entrepreneurs. Il y a toutes sortes, mais il faut balancer. On ne peut pas mettre toutes les œufs dans les mêmes paniers. C'est-à-dire, si un beau jeune homme arrive, là, vous êtes sur vos gars, vous dites, là, il est en train de faire du charme. Non, mais justement, je reprends ce qu'elle dit, c'est que il y a des informations qu'on va cross-checker quand même. On va faire beaucoup de vérifications parce que on se tient pas juste à l'apparence quand le client vient en Son branche. business, hein. Oui, parce qu'on va aller vraiment sur le terrain, on va vraiment analyser son business. Il y a beaucoup de facteurs qu'on va analyser et on va savoir si ce que le client est en train de nous dire, si c'est vrai ou faux. Et aussi, c'est une question de feeling aussi. Quand quelqu'un nous parle, on voit s'il a vraiment une passion pour son business et si son activité marche. Donc, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup d'indications aussi. L'indication, c'est qu'on va passer à une page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de Rethink Motion, on parle des entreprises, des micro-entreprises. J'ai à côté de moi Sharon Chetty et Faiza Modern. Alors, Faiza, il y a 614 PMI à Maurice. Oui. 614 licences, et ça va dans tous les ministères, dans tous les côtés. Quand quelqu'un démarre son business, il doit passer par tout ça. Il n'est pas intéressé par 614, mais il doit avoir quelques-uns. Malheureusement, le cas Maurice, oui. On est obligé de passer par certaines procédures. Et je pense que certaines procédures sont mises en place pour des raisons valables, pour que toute entreprise puisse opérer dans la légalité. Et je vois que c'est important que des procédures sont là, mais quand même, les procédures doivent être un peu plus flexibles, je dois dire, pour que les entrepreneurs puissent démarrer quelque chose et surtout encourager beaucoup plus d'entrepreneurs à Maurice. Justement, on voit aussi que 7% des business n'ont pas de legal status. Donc, je dois dire, en termes de legal status, du moment que un entrepreneur commence à enregistrer son entreprise, un BRN et un certificat of incorporation, ils peuvent opérer légalement. Et de là, les paperasseries qui, en termes de municipalité, permis, etc., donc ça diffère. En termes de services, je vois que quelqu'un peut opérer du moment avec un certificat d'incorporation, un business registration card. Donc, en termes de foods, etc., il y a pas mal de paperasseries à faire, de procédures. Donc, je vois que
Chaque catégorie d'entreprise se différencie en termes de secteur d'activité. Donc, il y a pas mal de procédures. Sharon m'avait parlé tout à l'heure, là, alors vous avez répété malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour venir emprunter alors, microfinance? Déjà, quand le client se présente, il emmène sa carte d'identité et son business registration card et aussi une preuve d'adresse du business et personnel. Et à partir de là, on peut déjà faire une application. Donc, elle a parlé de Certificate of Incorporation. Alors, SCC, dans ce cas, si le business a une compagnie qui est justement incorporée et qu'il a son Certificate of Incorporation, à ce moment-là, on demande ce document. Donc, statistiquement, 31,5% des entreprises SMI micro sont dans le wholesale retail. C'est-à-dire tout le monde c'est du facile alors. C'est du facile, c'est-à-dire une petite boutique, un peu de service de vente, justement, où l'argent va à grande vitesse, oui, on peut dire. La plupart de notre clientèle, c'est dans ce secteur, des petits commerçants, des boutiques, des magasins. Donc ça, c'est notre majorité de nos clients actuels. D'accord avec ça, il y a un boutiquier, tout le monde ouvre sa boutique. Et pourtant, on a l'impression que ce monde-là est en train de se rétrécir par rapport aux grands supermarchés qu'il y a. Quand je vois trade and wholesale and trade, retail trade, 31,5%, c'est un gros chiffre, c'est un tiers, carrément un tiers. Mais c'est étonnant, il y a beaucoup qui font quand même des mini-supermarkets self-service. Justement, bon, ils ne vont pas pouvoir être comme des supermarchés, mais quand même, ils donnent cette facilité de libre service. Et il y a la clientèle. C'est pas faire facile, ça, hein? Quand on parle d'innovation, on parle de marché. J'ai même une amie qui veut investir, on a dit investir dans l'aquaculture. Alors que 31%, elle pourrait ouvrir une boutique devant chez elle. Pour dire que les Mauriciens doivent faire face à l'innovation. C'est inévitable. Donc, comme tu as dit, auparavant, il y avait des boutiquiers. Maintenant, il y a des supermarchés, etc. Donc, les boutiquiers se sont regroupés en termes de supermarchés. Donc, je vois qu'on ne peut pas éviter l'innovation. On est obligé d'innover dans des entreprises. Si on s'innove pas, on met la clé sous la paillasson ou on reste stable, on ne bouge pas, qui peut être fatal plus devant. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui sont dans le secteur de l'agriculture, un peu de la pêche, qui viennent vous voir? Nous avons, mais pas beaucoup pour le moment. C'est-à-dire autour de 16%, parce que le rapport me dit 16%. Pourquoi les personnes ne sont pas intéressées par l'agriculture, ou bien c'est un secteur assez difficile, très concurrentiel? Peut-être c'est justement un secteur qui fluctue et qui est assez saisonnier. C'est-à-dire, ça dépend le prix des pommes d'amour, de légumes verts. Exactement. Mais n'empêche que l'aquaculture est quelque chose qui est très intéressant. Je peux dire que depuis mon intervention avec toi, Maurice Info, j'ai reçu pas mal d'entrepreneurs, agro-industrie, l'aquaculture, etc., qui ont mis en place le système d'agro, mais ils n'arrivent pas à bouger, ils ne savent pas comment faire tourner. Donc, je vois que c'est quelque chose qui est à promouvoir. Et au niveau de la manufacture, c'est encore moins, j'ai 10,3% selon le ministère. Pourquoi on parle beaucoup de manufacture et pourtant, quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas là? Mais peut-être il y a justement beaucoup de compétition où la tendance c'est plus vers l'importation, et ce qui fait que les petites entreprises à Maurice concernant fabrication, ils sont défavorisés par rapport à ça. Et qu'est-ce que dit Faiza? Elle est d'accord, elle n'est pas d'accord? Je partage ce qu'elle dit. Je partage parce que je suis aussi sur le terrain. Donc, tout à fait, il y a certaines choses, donc, comme tu as dit. Il y a des Mauriciens qui vont peut-être privilégier d'acheter quelque chose qui sort ailleurs qu'en Maurice. Alors qu'on doit protéger plutôt le marché mauricien. Exactement. Mais n'empêche que de ce côté-là, Sharon, tu as raison, parce que j'ai rencontré
un multi-level d'entrepreneur, je dois dire que ici à Maurice, on regarde vraiment ce qui est beaucoup plus facile. Il y a des gens qui vont faire le tour du monde pour aller acheter et ensuite revendre, mais n'empêche qu'il y a des contraintes. Par exemple, s'ils ont acheté quelque chose, une robe, on nous dit un bout de travers là-dedans, on dit pas pour capable de sans et payer un billet passage pour aller sans et. Tandis qu'ici, il y a couturière, il y a tout. Ouais. Vous êtes capable d'amener votre propre designer, de créer votre propre brands. Et de là, montre quelque chose de beaucoup plus innovant. Et aujourd'hui même, il y a une dame qui est couturière qui m'a appelé, qui m'a dit, Madame, j'ai écouté votre émission, je suis très contente que vous faites des choses comme ça. Et cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est couturière. Elle veut savoir comment avancer, comment aller de l'avant. Donc, et puis, non, juste elle, mais il y a plusieurs timounes encore qui sont allés. Mais vous pensez qu'il arrive là pour qu'ils tous les entrepreneurs regroupés et solidaires ensemble, pour qu'ils... Une association? Non, même pas une association, mais moi, me dire qu'il y a solidarité avant tout en tant qu'entrepreneur, au lieu qu'ils se déchirent entre eux, marché importé et marché local, mais solidaire pour que tout le monde travaille. Au fait, c'est les entrepreneurs, the backbone economical of the country, mais pas juste Maurice, mais le monde en entier, worldwide. Donc, si à ce là, même un entrepreneur peut déchirer de X, Y, il y a un tiraillement qui n'est pas fait tourner. Est-ce que, je continue la question avec elle parce que je pense que Sharon ne pourrait répondre si elle veut mettre son grain de sel. Allez-y, Sharon. Une large majorité des SMI sont dans le secteur informel. D'accord ou pas d'accord? Oui. Pourquoi ça? La large majorité sont informelles. Pourquoi ça? Pourquoi c'est informel? Il n'y a pas de... Pourquoi? Pas payer taxes, pas payer ici, pas payer MPF, pas payer Donc, tout ça. alors, informel, qu'est-ce que vous dites? Pas informel. Ils ne sont pas enregistrés comme... Parce que quand je regarde, selon le sondage, seulement 9% qui ont été interrogés par le ministère ont un trade license. Non, un trade license, mais ils ont un certificat d'incorporation. Non 38% ont un BAN, comme Sharon a dit. Ouais. 42% sont incorporés, 2% sont des qui sont enregistrés. Ils sont un bon... Qui n'ont même pas un trade license, qui n'ont même pas un certificat, qui n'ont rien. C'est une réalité. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent travailler on their own name. Il y a des gens comme ça qui travaillent on their own name, mais moi j'encourage ces gens à être entrepreneurs, d'avoir quand même un business registration card, d'être en règle pour être entrepreneur. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas enregistrés légalement, première chose, ils ne vont pas bénéficier certaines choses, ce qu'il existe vraiment. Par exemple, s'ils vont vers microfinance, ils ne pourront pas bénéficier de crédit. Bien sûr. Donc, moi, j'encourage les gens à être... ça arrive à des personnes qui arrivent, ils n'ont pas tous les papiers. Bon, la plupart de nos clientèles, ils ont déjà leur Business Registration Code. Peut-être il y a quelques-uns, ils n'ont pas retiré leur leur BAN, mais ils ont opéré depuis assez longtemps parce que quand on fait le check, justement, on demande au voisinage combien de temps ce business existe. Ils vont nous dire ça fait déjà 5 ans, 6 ans. Mais sauf que la personne n'a pas retiré le BAN. Là, qu'est-ce que vous faites, vous, de conseiller d'aller pour lui? Définitivement, parce que c'est un des documents obligatoires pour faire l'application. C'est une obligation? Exactement. Au moins le BAN. C'est demandé par la Banque de Maurice ou bien c'est la banque? C'est une demande à vous? On est géré par la FSC, donc c'est une des demandes obligatoires qu'on va exiger du client. Il y a un mot qui est sorti tout à l'heure, c'est quoi une start-up pour la banque?
Alors, start-up, c'est quelqu'un, voilà, que maintenant, il va commencer son business et c'est à travers une idée qu'il a, etc. Et qu'il a besoin d'une assistance, bien sûr, financière et aussi peut-être un coaching aussi. Donc, cela est défini comme une start-up. Même définition pour Oui, la tout à formatrice. Alors, oui, je dois dire, un start-up, quelqu'un qui a un projet, qui va commencer quelque chose à son propre compte, il y a un start-up. C'est ça. Après start-up, on devient quoi? Entrepreneur, on est entrepreneur. Start-up, c'est un. Donc, le start-up, c'est quelque chose qui a un projet qu'on commence. Entrepreneur, c'est. On travaille à son propre compte. Voilà. Donc, on ne peut pas mélanger le start-up et l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, on travaille pour notre propre compte. Comme je dis, nous ne sommes pas nés entrepreneurs, on devient entrepreneur. Ou par la force des choses. Par la force des choses. Et n'empêche que toute personne qui a une vision, je vois que la personne est entrepreneur. Et start-up, quelqu'un qui est brillant, qui a un projet, démarre quelque chose, c'est start-up. Sharon m'a dit tout à l'heure, il faut attendre un an. Donc, une start-up qui a un an d'âge, ou bien une start-up qui, du jour au lendemain, arrive avec un joli business plan. Non, c'est-à-dire il faut que c'est déjà opérationnel un an. Il a déjà son business est déjà en activité pendant une année. Donc pour C'est pas trop start-up, là. C'est quelqu'un qui a déjà un petit marché ou bien un gros marché, exactement. dépendant dans quel secteur Ouais. il est. Donc, c'est pas trop start-up, alors. Non, parce que pour le moment, on finance pas les startups. Il y a déjà d'autres institutions qui sont là pour les aider. Mais du moment qu'ils ont déjà fait une année, à ce moment-là, ils peuvent venir vers nous avec des projets un peu plus, je veux dire, des besoins financiers un peu plus élevés et on est là pour les aider. Donc, si je peux comprendre, les entrepreneurs mauriciens sont focalisés sur le marché local, c'est-à-dire dans la région, dans la rue, après dans le village, dans la ville. Pas vraiment. Il y en a des gens qui se focalisent aussi sur le marché de l'étranger. Il y a des gens qui veulent bouger, aller vers l'Afrique, vers la Réunion, l'océan Indien, etc. Mais avant, les entrepreneurs vont aller explorer les marchés en dehors. Ils doivent se concentrer sur Maurice d'abord. Pourquoi? Parce que, comme je dis, Maurice a beaucoup d'opportunités. Mais il y a très peu de gens qui sont conscients des opportunités qu'il y a à Maurice. Pourquoi ça? C'est qu'il y a des gens qui sont bloqués dans leur petite tête, qui pensent que, par exemple, quelqu'un qui fait de l'aluminium, qui travaille dans un fabricant d'aluminium, qui quitte le travail qu'il fait, il va à son propre compte, mais il reprend le même travail. Mais pourquoi il n'achète pas les barres d'aluminium pour fabriquer quelque chose? Donc, ça fait tourner quelque chose. Et dans la routine, c'est ça que, par exemple, la routine du travail. Exactement, la routine du travail. Donc, je pense qu'il faut casser cette routine. Et comme je dis, il y a think inside of the box, il y a think outside of the box. Moi, je dis, bon, il faut retirer la boîte. On va think dans quoi? Outside, Vous êtes d'accord complètement avec elle? dehors. Là, je vois D'être que Sharon est d'accord. de créer quelque chose beaucoup plus intéressant. Et de là, pourquoi? Parce que, comme je dis tout le temps, c'est important d'innover. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas. Par exemple, je dois dire, allez, la banque MCB, on a créé microfinance. Voilà. Donc, il n'y avait pas. C'est quelque chose C'est une d'innovant. innovation. Et s'il n'y avait pas, si microfinance n'existe pas, donc je dois dire qu'il y a une bonne majorité d'entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier ce crédit. Donc, je vois que là, c'est important d'innover.
Est-ce que les projets où il y a beaucoup d'innovation, ça intéresse l'MCB, votre département, la microfinance? Bien sûr, parce qu'on est là justement pour permettre aux clients d'agrandir leur business, d'améliorer leur business. Il y a beaucoup maintenant qui viennent avec des projets pour acheter des équipements beaucoup plus performants et ils veulent développer leur business et apporter un petit plus. Et donc, ça se voit que la clientèle que nous avons maintenant veut vraiment améliorer leur business, améliorer la qualité des produits qu'ils offrent aux clients. Il y a un joli mot qui est sorti, investissement. Alors ça, c'est... Investir. Là, on parle vraiment d'argent. Là, on est monté vraiment deep in the subject. Alors, explication, c'est... On va laisser la banquière parler. Après, on va voir un peu si on a eu les mêmes idées. C'est quoi un investissement? C'est quoi ça? Alors, investissement, justement, ça va apporter un plus pour le business. Bon, dans les premiers mois à suivre, c'est un coût additionnel parce que les équipements qu'ils vont acheter, bien sûr, ça va être un coût pour le business. Mais on the long term, ils vont bénéficier parce qu'ils vont récupérer en termes de ventes qu'ils vont faire parce que ces équipements-là vont leur permettre de justement augmenter la vente, être plus rapide. Donc, un investissement, c'est qu'il y a un retour après. Alors, pour celles qui ont... C'est un mot qui fait peur aux entrepreneurs investissement parfois. Parce qu'il faut savoir investir aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut savoir où investir. Comment investir? Avec de l'argent. Ou de sa personne. Exactement. Donc, elle a tout à fait raison ce qu'elle a dit. Donc, l'investissement, une des problèmes aujourd'hui que les entrepreneurs ont, c'est finance. Investir dans un... Je dois dire que c'est un working capital. C'est différent, c'est un working capital et un investment. C'est un investissement pour... C'est un investment loan. Enfin, le terme qu'on s'en sert, Voilà, c'est investment loan. Ils utilisent un Il y a aussi terme le pour working ça. capital. Exactement. On va en revenir, je vais expliquer. Oui. Donc, alors, l'investissement dans des business, c'est important en tant que fabricant. Je dois dire, pas toutes les catégories sont obligés à investir. Ceux qui vont emmener des appareils, comme elle disait, des appareils, des machins, trucs, etc., pour faire tourner l'entreprise. Donc ça demande un investissement quand même. Mais il n'empêche que il y a certains d'entrepreneurs que moi j'ai rencontrés, ils ont tout, mais ils n'ont pas un working capital. Donc Ça, ça c'est aussi, une autre problématique. Ils n'ont pas le fonds. exactement, un fonds de roulement. Ouais. Donc ça aussi peut emmener un déclic chez l'entrepreneur d'aller de l'avant. Un déclic ou bien une envie de Comment te tout dire? stopper, arrêter de dire 3 millions au pire, 600 Moi 000. je dis non, les 200 entrepreneurs 000. sont des fonceurs. Non, ils vont pas baisser les bras. J'en ai rencontré qui sont vraiment désabusés aussi. Parfois, ils sont fatigués, ils vont à la banque, ils n'ont pas d'argent. C'est difficile aussi. Ça, c'est... Desperate, comme on dit. Desperate entrepreneur. Mais Bon. il ne faut pas désespérer parce qu'aujourd'hui, on a microfinance. Bon, on va pas désespérer, nous aussi. On va faire un petit peu de sous de notre côté. On va faire bouillir la marmite, comme on dit. De retour pour la troisième partie, dans quelques secondes. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?
De retour sur le plateau, troisième partie de Rethink Mauritius sur les entreprises au son petits et moyens. On a parlé beaucoup d'investissement. Les chiffres sont 38% des entrepreneurs ne veulent pas investir. Alors là, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'arrête de dire, les chiffres sont là, ils ne veulent pas investir. No investment dans le futur. C'est-à-dire, eux, ils ont leur business, j'y suis, j'y reste. Pas d'investissement. Qu'est-ce que je vais dire dessus? Alors, C'est une réalité, hein? 38%, C'est une réalité. Non, alors, les chiffres de 38% des personnes qui ne veulent pas investir dans leur business. Moi, je dis que ce ne sont pas des jeunes, définitivement. Ce sont des personnes oldies. Parce que moi, franchement, vous dire, hein, aujourd'hui même, j'ai rencontré une dame de cinquantaine et elle investit dans son business, mais elle ne veut pas investir dans l'innovation. Elle veut continuer à faire ce qu'elle fait. Pourquoi? Elle est habituée à faire quelque chose. Donc les les jeunes de nos jours, ce sont eux les porteurs d'affaires du futur. Donc ce sont eux qui vont vouloir investir dans des nouveaux projets, dans l'innovation, etc. Mais en ce qui concerne les vieux sont encadrés, bien encadrés, je dois dire. Ils sont à l'aise. À l'aise, là où ils se sont installés, mais ils ne veulent pas bouger de leur chaise pour aller plus devant. C'est quoi un bon investissement, Sharon? Ben, un bon investissement, c'est-à-dire, bon, déjà, le client, lui, il est le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin par rapport à son business pour améliorer son business. Et bien sûr, dans la machine ou l'équipement qu'il va investir, ça va apporter un plus pour le business. Donc, vous voyez ça à quoi? On ne va pas dire à court terme. À moyen et long terme? Ça va, définitivement. Est-ce que les entrepreneurs ils voient à long terme? Je vois. Oui. Les entrepreneurs, pour être entrepreneur, première chose, on doit avoir une vision. Donc, je ne peux pas dire que les entrepreneurs ne regardent pas à long terme. Ils regardent à long terme. Mais le seul souci, il y a des contraintes qu'ils doivent faire face. Et s'ils arrivent à faire face, les contraintes vont aller Quel genre d'avant. Le mot est beau, là. C'est Les contraintes. Comme je dis, les entrepreneurs ont des contraintes, deux majeurs facteurs qui les empêchent de bouger. Une chose, c'est la clientèle. Ils ne savent pas comment vendre leurs produits, comment la clientèle va venir vers eux. La deuxième chose, c'est le finance. Donc le finance, je ne dis pas en termes d'investissement, mais en termes de working capital. Bon, allez, vous allez vous bagarrer entre vous. Non. Alors, c'est pour C'est quelque chose qui est réel. Hein? côté de la banque, qu'est-ce que la banque dit sur le working capital? Parce qu'elle insiste, Pfizer insiste. Je comprends ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire un client, il peut décider, disons, d'investir dans un équipement. La chose qui peut justement faire le client ne pas aller de l'avant, c'est qu'il n'a pas cet argent-là pour repayer le loan mensuellement. Il n'y a pas ce budget à part, parce que ce n'est pas tout de suite qu'il va récupérer l'argent, ça va prendre un peu de temps. Donc, justement, vient le fonds de roulement, que la personne, s'il n'a pas ce fonds de roulement-là à la base, ça peut être un obstacle pour lui d'aller de l'avant pour investir. Ça aussi, votre investigateur va rentrer dedans pour voir un peu quel est, on appelle le cash flow. Bien sûr, parce qu'au début même, la première chose qu'on va demander le client, quand il va venir faire son application, on va lui demander, mais vous, si vous prenez le loan, combien est-ce que vous pouvez mettre à part pour rembourser le loan? Parce qu'on ne va pas lui dire combien le loan va faire mensuellement. On lui demande avant combien il est disposé à mettre à part pour rembourser le loan. Donc, pour nous, c'est un facteur clé pour savoir en avance qu'est-ce que le client va nous dire. Et aussi, on va faire notre analyse, on va monter un cash flow, comme vous dites. Quand on va être sur le terrain, on va analyser les chiffres d'affaires. De là, on va monter un cash flow pour voir combien la personne peut vraiment rembourser. Parce qu'il y a une norme qu'on respecte, qu'on ne peut pas dépasser. La norme de 33%, quelque chose le comme ça. remboursement. Donc, c'est dur pour un entrepreneur d'en faire ça.
On parle Bon, working capital, il faut savoir ce que l'électricité va coûter, de l'eau va coûter, de l'huile va coûter. Ça dépend de ce qu'on fait. je suis entrepreneur aussi, il ne faut pas oublier. Donc, On n'a pas oublié, moi je n'ai pas oublié. Moi. Je sais. Donc, alors, faut dire que pour être entrepreneur, donc les gens qui rencontrent des obstacles constamment, ce sont des gens qui ne trouvent jamais de solution. Donc, moi je dis que il ne faut pas focaliser sur des problèmes, il faut focaliser sur des solutions. Et de là, comme elle a dit, working capital, quelqu'un qui a besoin d'un working capital pour aller de l'avant, moi je parle beaucoup plus pour des fabricants. Donc des fabricants qui ont des machines, qui ont tout, mais ils n'ont pas des matériaux pour fabriquer. Pourquoi? Parce que ce working capital-là est important pour acheter le matériau pour aller fabriquer. Donc c'est ça en termes de working capital. Mais il ne faut pas oublier aussi que, à part le working capital qu'il y a, mais il y a aussi le côté, comme tu dis, le contraint. Les fabricants peuvent aussi, comment overcome ce contrainte, peuvent prendre par exemple des commandes les clients faire un acompte dessus, achètent les matériaux, etc. Et de là, aller d'avant. Pourquoi le finance doit être un contrainte? Je ne vois pas. Est-ce que ça aussi, vous regardez ça, on voit un peu comment l'entreprise travaille, comment c'est internal procedures. Vous allez voir regarder comment on travaille, est-ce qu'il y a le cash flow. Parce qu'on paye un chèque, le chèque doit être déposé à la banque. Quand c'est cash, parfois que on passe quelque part, on achète quelque chose pour l'entreprise et bizarrement, il n'y a pas de record. Bon, c'est un plus si le client a un relevé bancaire et définitivement, s'il fait ses versements à la banque, ça peut être cash, chèque. Donc, ça nous permet d'avoir un track record pour analyser ses ventes. Mais on ne pénalise pas un client même s'il n'a pas de compte ou ne fait pas tous ses versements en banque. Parce qu'on fait quand même confiance au client, ce que lui va nous déclarer comme vente et aussi on va analyser sur le terrain tout ce qu'il nous dit par rapport à ses chiffres d'affaires. Vous fouillez, vous écoutez, vous regardez, vous passez chez les voisins pour savoir ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pour les chiffres d'affaires, il y a des clients qui maintiennent, comme j'ai dit avant, un cash book. Ils écrivent par jour quelles sont les ventes qu'ils ont fait et nous, on le remonte par mois, combien ils ont fait par mois. On analyse pour les 6 derniers mois. Et il y a des clients aussi qui n'écrivent pas du tout. On ne va pas les pénaliser non plus, mais on va voir si les informations sont cohérentes parce que nous allons poser des questions différemment et on va voir que ce qu'il nous dit, c'est Est-ce que vous lui demandez, écoutez, présentez-moi votre carnet de commandes ou bien vos carnets de vente, s'il y en a, s'il y en a maintenant. S'il y en a. Même, des fois, il y a des clients qui n'ont pas, mais ils ont quand même les reçus d'achat. Donc, par les reçus d'achat aussi, on peut remonter les ventes qu'ils ont pu faire et aussi demander quelles sont les marges qu'ils font sur les produits. Donc, c'est un gros travail, ça. Très gros. Je dirais même que moi... On n'avait pas l'impression qu'on faisait tout ça à la banque, hein? Justement, on n'avait pas l'impression, mais malheureusement que oui, il faut le faire, mais je réalise, quand moi-même je suis sur le terrain, je rencontre pas mal d'entrepreneurs, donc elle a raison. Je ne peux pas dire qu'elle a tort. Et cette partie de l'interview va être consacrée un petit peu à toi. On va quitter un petit peu la banque, on va rentrer un peu sur Future Entrepreneur. Donc, les contraintes pour commencer un business, comme dit à Maurice, ce sont les procédures, il y en a trop beaucoup. Est-ce que les entrepreneurs sont un peu découragés par rapport à la lenteur administrative, malgré qu'on a des one-stop shops ici à Maurice? Bon, le one-stop shop ne fonctionne pas vraiment comme il le faut, je dois dire, actuellement, parce qu'il y a pas mal de réformes actuellement. Et pour dire que les contraintes, pas vraiment, parce que je vois que le Register of Companies, du moment pour incorporation d'une société, ça se fait en quelques jours. Et je ne vois pas comment un entrepreneur, ça peut être une contrainte dans son travail. Autre contrainte qu'on dit que
ça coûte de l'argent, trop beaucoup d'argent pour avoir l'électricité pour faire démarrer. Si Bon, ça dépend. il y a des dans pylônes le à cas du 12 500 pieds, ça dépend du Bon, business. ça dépend du business. Pour un fabricant, oui. Pour Parce un- qu'il est sur un autre Exactement, tarif. Parce que, en termes de fabricant, première chose, fabricant, c'est une usine. Donc, c'est logique Commercial. commercial. Donc, c'est logique que, en termes de commercial, le prix est plus. La personne utilise beaucoup plus de machines, etc. Donc, c'est logique. Donc, de ce côté-là, oui, il y a une contrainte. Mais n'empêche que, comme je dis, il y a une dame qui est couturière, elle est chez elle, elle travaille, mais pourtant, elle arrive à s'en sortir. Donc, comment une madame qui, comme elle dit, elle est couturière, elle est capable de sortir de ce contrainte. Mais qui est fabricant, il n'est pas capable de sortir de ce contrainte. Donc, je pense qu'il faut évaluer et mesurer les deux, comment dire, en termes de fabricant work from home, comme je dis, et avoir une chose qu'on met là et on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Mais il y a Votre quelque chose- contrainte, ce sont les contrats par rapport aux contrats. Vous allez parler des contracteurs, les contrats maintenant. Le temps Non, qu'on les paye, contrats- que ça commence, qu'on débourse. Parfois, on est obligé de taper à la porte de la MCB, de n'importe où à la MCB, pour avoir ce fameux working capital, overdraft, tout ça. Parfois, il y a une disruption entre le contrat et le moment. Moi-même, je suis un petit entrepreneur, je sais quand j'envoie des factures, il faut serrer la ceinture Vous êtes sur le pour terrain. serrer la ceinture pendant 40, 50 jours pour avoir de l'argent, souffler encore. Couper, Ce trancher. sont des contrats qui sont là, mais il y a toujours des tactiques de délire que tout le monde sait comment ça se passe. Est-ce que la banque aussi, vous regardez ça, vous voyez, bon, on a vendu ça lundi, ça a été livré mercredi, après vous allez demander à la banque, est-ce que vous demandez quand vous allez recevoir l'argent? Est-ce qu'il y a une estimation, est-ce qu'il fait du crédit, 30 jours, 90 jours, est-ce que il y a une maladie à mourir, c'est le consignment aussi. Bon, déjà, comme vous avez dit, au niveau de la banque, ça peut prendre à peu près, comme vous dites, 40 jours, 50 jours. Mais je tiens à préciser et mettre l'emphase que MCB Microfinance, on Vous n'êtes pas dedans. n'est pas la banque. Non, mais toutefois, quand le dossier vient, vous avez une facture qui date de janvier, on est aujourd'hui presque carrément en septembre, ça n'a pas été payé. Là, vous voyez, vous avez 180 jours de crédit, vous 6 mois passe. Bon, on demande le client combien de crédits, c'est-à-dire combien de debtors qu'il a en dehors. On va prendre ça en considération, mais on ne va pas le pénaliser non plus. Mais seulement aussi, je dois dire que Working Capital, chez nous, à la MCB Microfinance, c'est financement pour achat de stock ou achat de marchandises. Concernant les cash flows, malheureusement, pour le moment, on ne peut pas aider pour le moment concernant le cash flow. C'est-à-dire, si un business est déjà sain, il peut déjà repayer les dépenses mensuelles, électricité, les salaires, etc. Donc, nous, on donne un petit coup de pouce au niveau du stock, au niveau des équipements, tout ce qui va apporter vraiment plus pour le business. Mais concernant le roulement de tous les jours, on expecte qu'au moins minimum, le management est très important dans Voilà. une entreprise. Donc, au niveau entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas le management level des entreprises. Donc, que je demande à tous les entrepreneurs de se référer à des professionnels. Il faut demander de l'aide quand ils ne peuvent pas. Il ne faut pas rester dans leur coin. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir quelque chose pour pouvoir avoir un crédit plus tard. Donc, pour ça, c'est très important que les entrepreneurs prennent conscience de management. Par exemple, comme Sharon dit, donc, un working capital est important, oui. Mais si la personne travaille quelque chose, mais qui n'arrive pas qui ne fait pas profit à such, donc c'est bête d'opérer. qui n'arrive pas à payer les dépenses courantes, c'est bête c'est un d'opérer. problème. Ouais. Donc, mieux vaut de travailler quelque chose, de faire en sorte de travailler afin de payer les dépenses qu'il y a. Et de là, je pense que le management est important. Exactement. Donc, il y a des télés aussi, parfois vous avez parlé d'Afrique qu'il faut exporter.
Là, c'est autre chose, autre matériel, c'est l'aide de crédit. C'est pas votre département, je comprends. C'est l'aide de crédit, bank draft, il faut que le bateau arrive là-bas, que la marchandise est confirmée, que le client paye la banque, il y a des charges interbancaires. Tout ça aussi, les entrepreneurs doivent être au courant de ça aussi. Exactement. Donc, les entrepreneurs, je pense que ça, c'est un peu plus high level. Les entrepreneurs font des exportations, etc. Ce sont des entrepreneurs expériencés, ont de l'expérience dans le domaine, qui font de l'exportation. Donc, pour le marché local, moi, je dis les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs petits, comme je dis. Donc, eux, ils doivent avoir un management level. Donc, s'ils n'ont pas, ils doivent faire recours à des professionnels. Et aussi, j'ai vu, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de clients. Donc, ça aussi, je vois que pour avoir des clients, il faut se faire connaître. Il faut avoir de la communication. Il faut avoir un public figure, comme on a dit la dernière fois. Donc, tout ça, c'est important en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas rester coincé dans le petit monde de bulles qu'il y a, mais ne pas aller d'avant. Est-ce que vous aidez des compagnies au niveau de la microfinance, au niveau d'importation? C'est-à-dire, quand vous investissez dans une machine, quelqu'un veut, je ne sais pas quelle machine, c'est une importation. Est-ce que là, les procédures au niveau de la microfinance de la MCB sont pareilles? C'est-à-dire, il a besoin d'une machine, mais la machine n'est pas à Maurice. Il faut l'importer. Est-ce que le financement rentre dedans? Justement, au fait, chez nous, ça se passe de façon très, très simple. Et après toutes ces analyses, il y a aussi un aspect de confiance, c'est-à-dire entre le client et l'agence de crédit. Donc, si on voit que tout est OK et que le loan a été approuvé, on donne accès au crédit au client, c'est-à-dire le déboursement va se faire sur son compte ou voire même lui donner un chèque et c'est à lui de faire ses démarches pour avoir la machine. Et nous, ce que nous faisons un suivi après, c'est-à-dire dans un délai de 3 semaines ou 1 mois, le Relationship Officer va faire une visite chez le client pour voir justement s'il a reçu sa machine et comment ça se passe. Ça, c'est sur le plan local. Je sais pas, il a besoin d'une scie. Il y a ça beaucoup peut être une de machine justement. Mais importer, ça ne prend pas 1 mois. Oui, un mois. effectivement. Parfois, ça prend 2 mois, 3 mois. Ouais. Donc, ça passe à la douane et tout ça. Définitivement, mais quand même, on fait une petite visite pour savoir où ça en est, quel niveau c'est arrivé. Et voilà, comme vous dites, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, mais il y a une visite continuelle qui se fait régulière juste pour savoir où ça en est. Est-ce que vous bloquez l'argent? Vous dites attention, il peut acheter une motocyclette avec cet argent, vous avez Non, débloqué. on ne bloque pas l'argent parce qu'on fait confiance au client. C'est vraiment une relation de confiance. Vous n'avez pas vérifié s'il y a une nouvelle voiture dans la cour, où tu as eu l'argent? Ben justement, on fait des visites. C'est ça le but de la visite, c'est-à-dire qu'il on ne. regarde un coup, qu'est-ce qui se passe. Si jamais je prends un lodge. Oui, ils font le boulot. Détective privé. Oui, détective privé, des Sherlock Holmes. Il y a des Sherlock Holmes à la MCB. On reste dans le cas d'importation. Est-ce que vous regardez on appelle ça un proforma invoice. Après, vous regardez le proforma invoice, vous mettez en contact avec le fournisseur pour savoir que c'est pas une fausse facture qui vient. Comme je vous ai dit, vraiment on fait confiance au client, on lui décaisse l'argent et à ce moment-là, du moment que, c'est-à-dire le suivi qu'on va faire, s'il nous donne justement le proforma invoice, on va garder ça comme un record dans son dossier et c'est aussi une évidence que le client est sérieux. Du moment qu'il a eu son proforma invoice, il est revenu vers nous et voilà, que sa machine est toujours en route. Dans la machine arrivée, disons, si ça prend 2 mois, est-ce que vous prenez... Le client rembourse à partir de l'arrivée de sa marchandise ou bien à la fin du mois, s'il y a X montant payé, il paye les X montants? C'est une très bonne question, c'est-à-dire non. C'est-à-dire du moment qu'on débourse le loan, il commence à payer le mois qui suit. Donc, parfois, il y a quelque chose qu'on appelle c'est un langage bancaire, ce sont les taux d'échange. Oui. Il a calculé $1 à temps, €1 à temps, ma chance quand il paye, c'est un peu plus haut. Est-ce qu'il peut venir dire comme ça, bon, vous savez, madame, je suis bien content, j'ai la machine, mais il me manque 20 000, il me manque 30 000 rupies. Pour remonter le loan, pour que je puisse tirer, appuyer, pour installer. Parfois, il faut casser des murs, il y a beaucoup de choses à faire quand on installe une machine.
Effectivement, il y a des cas, justement, le client, il a mal calculé son budget ou combien son projet va coûter. Donc, ils reviennent vers nous pour faire une deuxième application, peut-être 30 000, 40 000 roupies. Ben, nous, justement, pour ne pas perdre la machine qui veut investir, parce qu'on veut l'aider, c'est ça notre priorité, on va quand même considérer sa deuxième requête pour ce petit montant additionnel, justement, pour qu'il ait la machine. Mais c'est une bonne nouvelle, Faiza, c'est une Très bonne nouvelle. je dois dire. C'est une bonne Donc, nouvelle, ça, c'est les j'encourage entrepreneurs. S'il manque à aller de l'avant. un petit billet, des 3 petits billets, car on retourne à la banque et Bien sûr. continue. Mais Exactement. tout en payant le loan, ça veut dire, on va pas dire Ouais. qu'on va pas aller, on va demander. ouais. Ben, Je pense que la flexibilité joue un grand rôle au niveau d'entrepreneuriat et ça aide aussi, ça encourage les entrepreneurs à aller de l'avant et aussi en termes de, comme elle a dit aussi, donc l'innovation aussi est très importante dans une entreprise. Donc innover, c'est pas quelque chose qui, comment dire, c'est pas quelque chose que les gens restent en place, mais ça bouge, ça fait bouger l'entreprise, pas à court terme, mais à long terme. peut-être l'innovation, c'est une deuxième machine aussi. Ben voilà. Voilà. Ça- Non, c'est vrai. Votre couturière, elle a 2 robes à faire, elle doit faire ça le même jour, elle ne peut pas faire 2 robes de mariée en même temps, elle emploie quelqu'un, il faut Oui. avoir une deuxième machine parce Exactement. qu'on ne peut pas faire 2 robes. C'est une deuxième machine aussi, c'est oui, pas, deuxième c'est pas machine. Oui. Ouais, agrandit, expand, comme on dit. Donc, c'est en termes de l'innovation. Et est-ce que ça aussi, la banque regarde, bon, parfois on appelle ça des bonnes nouvelles. Donc, cette dame qui est couturière, elle commence à avoir du boulot, Oui, elle veut acheter une deuxième machine, mais parfois vous sentez que, bon, c'est one shot, ça c'est un truc de one shot, des robes arrivent après il y a rien. Est-ce que vous sentez ça, vous sentez ça venir? Ben, justement, on va analyser les derniers mois ou voire même dernières semaines parce que vu que vous dites que la demande a augmenté et aussi quelles sont les futures commandes. Si elle a un contrat, c'est un plus pour son dossier et ça va nous permettre aussi de réaliser son rêve, d'avoir une deuxième machine et employer quelqu'un. Donc voilà, si elle a des futurs contrats aussi, on va cross-check toutes ces informations-là. Bon, mais nous, notre futur, c'est une page de publicité. Il faut avoir des souvenirs aussi. exactement. Dans un instant, on est de retour. De retour sur le plateau de Rethink Mauritius en compagnie de Sharon Chetty et de Faiza Modern. On parlait beaucoup de marché, futur marché. Alors moi, je vois que les entrepreneurs sont toujours sur le marché local. Oui, Madame la banquière? Sorry, vous pouvez revenir. Là, les entrepreneurs restent un peu sur le marché local. Est-ce qu'ils ne sont pas orientés vers l'exportation, comme disait Faiza? Bon, la plupart des clients que nous avons, effectivement, c'est plus local. Des magasins qui vont vendre leurs vêtements à Maurice même, mais concernant exportation, nous avons quelques-uns. C'est plutôt des produits, vous savez, des fruits exotiques qu'ils font plastifier et ensuite exporter vers d'autres pays. Nous avons aussi ce type de clientèle, mais pas beaucoup. Donc, l'entrepreneur, il est mauricien pour les Mauriciens. Oui, elle a raison ce qu'elle dit. Les entrepreneurs locaux commencent localement d'abord et ensuite
s'oriente vers de nouvelles horizons après. Mais avant d'aller vers l'exportation, donc il se fait remarquer, démarquer à Maurice d'abord. Et je vois que c'est très important que les entrepreneurs commencent localement. Parce que localement, comme je dis, il y a beaucoup d'opportunités. On dit aussi que 50% des entrepreneurs restent à leur propre compte. Ça aussi, vous voyez ça? Ils sont dans leur bulle, comme elle dit. Et il dit que 50% des entrepreneurs restent à leur propre compte. C'est-à-dire que ça reste un peu micro. Ils sont toujours dans leur bulle à eux. Bon, déjà, nous sommes là justement pour qu'ils agrandissent leur business. Et il y a quand même la majorité qui veulent grandir. Ils veulent grandir, ne pas rester là où ils en sont parce qu'ils veulent innover, ils veulent apporter un plus à leur business. Et à ce moment-là, il y a peut-être le business banking qui va prendre en charge du client et qui peut progresser, devenir corporate. Donc, nous avons aussi des clients qui sont très motivés, qui veulent grandir. On a parlé de risque, là. Est-ce que le risk management aussi, vous faites ça dans la microfinance ou bien ce sont des loans qui sont 10, sans garantie. Il y a un risk management? Bien sûr, et l'élément de risque est compensé peut-être par le fait que nos taux d'intérêt sont un peu plus élevés que les banques et aussi nos coûts opérationnels un peu plus élevés encore parce que il y a plus le travail du terrain qui se fait. Là, les entrepreneurs ne sont pas contents quand ils ont des taux plus forts. Quand ils entendent des phrases comme ça, ils tiquent, non? Mais vous savez quand même, nos prêts sont sur une courte durée. Donc, si on calcule l'intérêt, vous allez voir que ça ne fait pas beaucoup au final. Courte durée, c'est-à-dire c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Pour notre working capital, c'est-à-dire pour achat de stock, c'est de 6 mois. La durée, c'est 6 mois à 1 an et demi. Donc, c'est vraiment court. 18 mois. Exactement. Et je vous donne un exemple. Si un client prend que 20 000 roupies sur une période de 6 mois, il va payer comme intérêt que 800 roupies. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pour ça, le fait que ça soit sur courte durée, ça fait qu'il ne paye pas beaucoup d'intérêt au final. Vous ne faites pas de longue durée, non? Ça va. Concernant le prêt d'investissement, c'est de 12 mois, à partir de 12 mois jusqu'à 4 ans. 48 donc, mois. 48 mois. Pas plus que 48 mois. Il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Justement, j'ai jamais entendu Faiza parler de 800 roupies sur 20 000 roupies. Tout ce que j'entends, c'est vous savez, les banques, ça ne prête pas, ça va demander collatéral, ça va demander garantie, ça va demander terrain, ça va demander. Ce sont des bonnes nouvelles aujourd'hui. Non seulement ce sont des bonnes nouvelles, mais encourager les entrepreneurs à innover et foncer dans leur vision. Donc, ce que je demande à tous les entrepreneurs, d'être vraiment en régularité, avoir quand même un business card et un certificat d'incorporation qui est très important. Et de là, on peut mettre en place les entreprises comme il faut. Justement, vous parlez d'innovation, selon ce même rapport-là, les entreprises mauriciennes sont un peu innovantes. Ils ne sont pas trop dans l'innovation, ils sont plutôt dans le trading, c'est-à-dire mon voisin fait A, je fais A, au lieu de faire A, d'apporter un plus-value, d'ajouter je ne sais pas quoi, mais on fait tout simplement de la facilité, on importe, on vient écraser le marché, on va 10 roupies, 15 roupies, 20 roupies moins cher. Il faut dire que ces entrepreneurs qui font un marché compétiteur aujourd'hui, j'ai pu remarquer que le monde du business s'effondre. Donc ça s'effondre par conséquent à cause de la compétition et qu'il n'y a pas d'innovation. Non seulement que même s'ils vendent, comme je dis et comme tu es en train de dire, à petit prix, que faire une marge de 10 roupies, 15 roupies au lieu de 25 à 30 roupies, mais ils perdent. Parce que arrivé en fin de compte, l'entrepreneur va devoir s'innover tôt ou tard. Donc, s'il continue dans ce sens, it's the backside. It's not coming fast forward, mais n'empêche que les entrepreneurs vont être tout le temps en arrière. Mais parfois, il y a des success stories, là. Il y en a. Il y a des success stories très peu.
Mais il y en a. Il y en a des success Qu'est-ce qui fait que ça marche pour les uns et ça ne marche pas pour la majorité? C'est pareil comme les startups, on me parle de startups, quand je regarde les chiffres, il n'y a que 20% qui réussissent dans la première année. 80% en moins d'un an, ils sont out of business. Ben, je vois que les entrepreneurs doivent foncer, aller de l'avant, faire leur communication, avoir un bon management qui est très important dans leurs entreprises et savoir comment avoir de la clientèle. Donc, du moment qu'ils ont en place le système de management avec le système de marketing stratégique, communication, etc. Donc, ça fait remarquer les entrepreneurs. Aussi, il ne faut pas oublier que les entrepreneurs, il y a quelque chose qui s'appelle la confiance, comme elle dit, the trust between clientèle, donc qui est important. Donc, par exemple, qui fait un entrepreneur, disons, il peut continuer à être client. Donc, c'est un trust between le client et l'entrepreneur. Aussi, ben, fabricant aussi, par exemple, c'est qui pas de faire, comment nous dire, une bonne success stories avec une success stories, c'est qui dit là, par exemple, un fabricant fleurs, nous dire s'il peut sous-contracter, etc., dit là, bizarre, capable de respecter le délai de livraison, etc., pour qu'il est capable de continuer ce business de l'avant. Justement, on a parlé de confiance, la confiance parfois entraîne des dettes. Est-ce que vous aussi, vous regardez un peu les dettes de vos clients, de vos prospects, de ceux qui viennent? L'aspect dette vraiment de l'entreprise. C'est un des points importants, c'est un des critères qu'on regarde, qu'on prend en considération pour voir si on va aller de l'avant avec justement aller sur le terrain. Donc, comme je vous ai dit, il y a ce rapport qu'on a avec Banque de Maurice. On va vraiment analyser si le client est surendetté et s'il prend ce loan additionnel avec nous, s'il ne s'endette pas trop. Donc, il y a aussi un pourcentage que nous devons respecter. On peut pas... Mais est-ce que, possiblement, bon, il peut y avoir, quand je parle de dette aussi, c'est-à-dire c'est entre magasins, c'est pas retraçable sur MCIB, mais c'est pas retraçable, c'est-à-dire il doit de l'argent ici, il doit de l'argent. Est-ce que ça aussi vous prenez en considération? Parce que vous avez un outil qui vous permet de voir interbancaire ou bien interagence. Justement, heureusement maintenant, nous pouvons avoir le track record des clients qui prennent des facilités avec la SIM, même avec Courts. Donc tout ça est track sur le MCIB et aussi le facture d'électricité, de téléphone. Nous avons tous ces détails sur ce rapport et ça nous permet de voir si le client est sérieux, s'il paye bien ses facilités. Et ça, c'est un des critères très importants qu'on va prendre en considération. Il faut regarder ses papiers, ses petits carnets, ses petits reçus, c'est très important. Voilà. Justement, est-ce que vous regardez aussi un peu comment l'entreprise Sharon manage, parce qu'elle a fait beaucoup de tirades sur management. Ça aussi, vous regardez la façon dont c'est géré, peut-être ces petites entreprises familiales, ou bien c'est quelque chose d'un peu plus professionnel. Ça aussi, vous regardez un peu comment c'est, quels sont les salaires des directeurs. Oui, on prend tout ça en considération. Donc, déjà, quand le relationship officer va sur le place du business en question, et on va lui poser vraiment beaucoup de questions. Il y a une liste de questions qu'on va lui poser et on va lui dire, par exemple, de nous expliquer leur activité, qu'est-ce qu'ils font exactement, et quelles sont leurs expériences précédentes. Et de par la façon qu'ils vont répondre même, on va savoir si c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans son business, s'il a la passion pour son business. Et de par sa réponse même, on peut faire une analyse. C'est un genre de profiler, quoi. C'est un peu série américaine. C'est un profiler, c'est-à-dire body language, comment il est. Voilà, on analyse tout ça. En même temps, on prend un petit feedback avec les employés pour voir si c'est un bon patron, il vous traite bien. Il y a tout ça qu'on fait. Dans les micro-entreprises, bon, parfois, si quelqu'un fait des gâteaux, je vais prendre cet exemple-là. Oui, on fait des gâteaux pas trop simple. Je vais faire ce qu'on appelle ici gâteau indien, gâteau d'huile. Alors, c'est-à-dire parfois, gâteau piment. Parfois, quand on a une micro-entreprise, il y a la bouteille d'huile
c'est la bouteille d'huile de la maison. Exactement. Alors, comment vous, à la banque, vous allez voir la bouteille d'huile à 40 roupies ou peut-être 50 roupies? Parfois, il y a des personnes qui disent ne pas avoir de paye, mais ils sont en train ils vont au supermarché. Est-ce que ça passe comme une paye? Ça passe pas comme une paye? Les microcrédits, vous savez, vous avez 200 roupies, 160 vont dans l'entreprise, 40 roupies, c'est un peu, c'est pour ça, le petit profit. Il va acheter un pain, je sais pas, quelque chose, mais ça aussi, vous prenez en considération, ça? Bien sûr, c'est-à-dire on va vraiment poser des questions, par rapport au business. Quelles sont les dépenses par rapport au business? Comme vous donner un exemple, ça peut être un marchand de dalles pourries ou rôti qui se sert un nombre d'huile par jour, par semaine. Donc, on va lui poser des questions. S'il a aussi des reçus d'achat de supermarché aussi, on peut cross-check. Et aussi, d'autres dépenses qui sont associées au business. Ça va être la farine, ça va être électricité, de l'eau. Et on va aussi demander le client quelles sont les dépenses par rapport à la famille. Combien d'enfants vous avez? Quel âge votre enfant a, si elle est toujours, par exemple, à l'école maternelle, parce que nous savons que c'est cher maintenant. Donc, nous prenons toutes ces dépenses en considération quand nous allons monter le cash flow. Est-ce que vos entrepreneurs, vos futurs preneurs, comme vous appelez, ils savent tout ça? Vous savez, la bouteille d'huile à la maison, elle fait gâteau et elle fait manger à la maison. Donc, est-ce qu'ils arrivent à couper, trancher, comme dit Maurice? Maurice, c'est-à-dire la bouteille d'huile, il met 30 roupies dans l'entreprise, 10 roupies dans la maison. C'est une seule bouteille d'huile, là, il n'y a pas de... Le gaz aussi, c'est pareil. La note d'électricité, si elle travaille chez elle ou chez lui, c'est les frais de la maison qui va passer. On ne sait même pas s'il y a 40% pour l'entreprise, 60% pour ça. On peut aller sur la note 2 aussi, si elle lave le linge maintenant. Si c'est Dobby, elle fait Dobby. Si elle a la chance de payer, d'utiliser moins de 6 mètres cubes, elle ne paie pas. Alors, je pense qu'il y a les entrepreneurs, donc c'est une bonne chose que Sharonnie aujourd'hui présente sur le plateau de Rethink Mauritius. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne réalisent pas les coûts, les dépenses, etc., qui sont très importants dans leurs entreprises. Comme je dis, le management est très important comment on peut manager une bouteille d'huile? Comment je peux manager mon électricité? Allez, que moi qui suis dans l'Internet, je paye un package maison. L'amitié va me courir après. Mais je ne sais pas quelle partie qui est pour moi personnelle et quelle partie qui va dans mon journal. Impossible, je ne vais pas vous dire si c'est 900 au pays. Est-ce qu'il y a une formule magique? Alors, il faut tirer 20%, mettre dans la maison? La formule magique des entrepreneurs, ils peuvent ne pas savoir exactement combien d'huile ils utilisent par jour, mais par mois, ils peuvent savoir. Parce que moi, je dois dire, je cuisine. Donc, je cuisine et j'ai pris des cours de cuisine aussi auparavant. Donc, il faut savoir aussi que ça fonctionne un peu la même chose de la quantité de produits qu'on utilise pour fabriquer. Par exemple, on dit dol pourri parce qu'on a pris l'exemple de dol pourri. Donc, de dol, de la farine, de l'huile, le sel, etc. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui augmente la farine, de l'huile, the primary cost qui reste fixe, mais après, les autres choses qui ne sont pas fixes. Mais je pense qu'il n'y a pas de formule magique, mais the management, je reste constante sur the management is important dans l'entrepreneuriat. Donc, Sharon, vous recevez une facture d'un supermarché, il y a de l'huile, cette personne-là, un business, elle se sert de... Disons, comment vous calculez? Expliquez à ceux qui sont là, qui ne comprennent pas, quel côté qui va dans le personnel pour la maison, quel côté qui va dans le business? Bon, déjà, on va demander le client et un client qui connaît son business et je pense que c'est aussi facile pour eux de nous divulguer cette information-là. Exactement. Combien ils mettent vraiment en part par rapport au business et combien qui est par rapport à personnel. Donc, la plupart de nos clients, heureusement, ils savent vraiment nous dire combien d'huile ils ont utilisé par rapport au business. Et pour leur maison, on va demander plutôt global combien sont les dépenses familiales.
Ben, si c'est un micro, une seule personne, one-man business, comment est-ce que vous faites? Moi, je viens du micro-business, j'ai un journal. C'est impossible pour moi de vous dire quelle quantité que je me sers d'Internet pour mon boulot. Mais seulement, at the end, on doit prendre toutes les dépenses en considération parce que le petit business, justement, l'argent qu'il va gagner et une partie, il va vraiment utiliser pour ses besoins personnels. Donc, c'est un facteur qu'on ne peut pas vraiment séparer, mais qu'on prend en considération dans notre calcul. Que ce soit qu'ils nous disent par rapport au business ou la maison où ils ont mélangé les deux aussi, quoi qu'il arrive, on doit le retirer dans notre calcul. Ça nous permet de savoir quelle est sa capacité pour rembourser le dot. Donc, la farine, de l'huile, dans Bill. Ça regroupe dans les dépenses, comme je dis, le production cost du fabricant et ça reste fixe. Donc, c'est quelque chose qui, the fixed cost, inclus dans the production cost. Mais quand ça augmente, comment ça Je pense par rapport aux commandes, ils vont devoir, ils savent, par exemple, une dimoune qui fait 50 dalles pourries tous les mois, il peut connaître combien de bouteilles d'huile il peut servir. Donc, il connaît quand il peut gagner une commande 100 dalles pourries, il peut connaître définitivement bouteille d'huile là, il peut augmenter. Et comme on me dit disons tout le monde que the health est important. Bon, on ne peut pas penser qu'un dimoun qui health conscious, il peut utiliser autant de bouteilles d'huile. Il y a autre chose, il y a l'électricité, il y a de l'eau, il y a beaucoup de choses qui rendent... Exactement. Donc, gaz, etc. Bon, comme vous pensez qu'il y a des dimoun avant de faire quelque chose, je pense deux fois. Donc, capable ramène quelque chose de nouveau. On a beaucoup parlé de management, leadership. Est-ce que vous avez des clients que vous recadrez, je me servais du mot recadrer, c'est-à-dire, bon, ceci-là n'est pas bon, il faudra être un peu plus sérieux, monsieur, dans ce que vous faites. Bon, déjà... Ou bien vous ne rentrez pas dedans. Justement, on n'est pas là vraiment pour conseiller le client parce qu'on ne veut pas que demain, après-demain, le client vienne nous dire ben, vous m'avez mal conseillé comment investir, etc. Donc, ce qui fait que quand le client vient nous voir, il a déjà son besoin financier. Il sait exactement qu'est-ce qu'il a à faire. Business plan. Voilà. Exactement. Donc, on est là juste pour les aider à avoir cette facilité de crédit-là, mais on ne fait pas vraiment de coaching. Ça, c'est un grand mot que Faiza aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Beaucoup, quand j'entends des formatrices, il y a beaucoup de femmes qui font de la formation pour les entrepreneurs. C'est venu un créneau. Qu'est-ce que vous regardez dans un business plan? Parce que moi, j'entends Pestel, j'entends SWOT, j'entends Mission, Vision, un tas de chiffres. Qu'est-ce que vous regardez dans un business plan? Bon, je vais laisser cette question-là à Faiza. On vous envoie le bébé. Une petite parenthèse, nous ne demandons pas un business plan. Donc, c'est très flexible chez nous. Bon, on envoie tout le Très monde chez simple. Microfinance. Hein? Donc, on ne demande pas vraiment un business plan, mais on pose des questions pour comprendre comment le business fonctionne, quels sont les projets à venir, mais on n'exige pas le client d'avoir un business plan. Bon, c'est un genre, c'est-à-dire que si je vais investir dans une machine, je vais vous dire, bon, vous savez, il n'y a pas de commande après. C'est ça, on va lui poser des questions. Suite à ça, peut-être il a un contrat futur, on peut demander un document pour justifier cela, mais on ne va pas vraiment demander de business plan. Mais si le client veut emmener son business plan, c'est un plus pour le dossier, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on regarde généralement dans un business plan? Ben ça, justement, je vais laisser cette mais non, la banque, il faut que la banque me dise, on me demande, non, elle est... Qu'est-ce que vous regardez? Ben nous, on ne demande pas. Vous ne demandez pas. Vous regardez quels sont un peu les intrants de ce qui va se passer dans le futur. Vous avez une boule de cristal, on se base plus sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'historique. Et aussi, on va demander quelles sont les commandes à venir, etc. Je tiens à préciser, c'est vraiment une relation de confiance, ce que le client nous dit aussi, et on porte beaucoup de considération à cela. On ne va pas vraiment exiger plein de documents avec le client. On veut vraiment faciliter les choses. Là, je pense que... Plus flexible. Exactement. Là, je crois que Faiza
une belle idée de la banque comparée à ce que, oui, ils sont difficiles, oui, ils sont ceci, oui, ils sont cela. Les banques n'aident pas les entrepreneurs. Non, j'ai entendu à Bagatelle, j'ai vu beaucoup de choses. Là, je pense que Sharon a mis à plat, les institutions bancaires sont institutions bancaires. Les entrepreneurs ne sont pas au courant. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont des problèmes avec la banque, etc. Donc je pense que après vous avoir écouté, les entrepreneurs peuvent être conscients que microfinance aujourd'hui, qui font partie dans la MCB Group, Exactement. peuvent aussi comprendre que ils sont flexibles, ne sont pas aussi durs En affaires. Voilà. Et qui ramènent de l'opportunité vers les entrepreneurs à s'agrandir ou même d'être entrepreneurs, de travailler à leur propre compte. Donc, il faut avoir des leadership skills aussi, ça doit être Alors, leadership skill, ça vient avec la personne. Je pense qu'une personne qui a travaillé dans des entreprises et qui travaille à son propre compte, il a le leadership skill feeling. Donc, le côté management qui manque beaucoup, c'est le management. Donc, le leadership, disons que ça vient, mais le management que les entrepreneurs que je rencontre beaucoup qui ont vraiment un problème de management. Ça va vous donner du boulot. pas pour Sharon, mais pour toi. Je vois que c'est pas vraiment... c'est vrai que il y a du travail à faire sur le terrain, mais n'empêche que nous sommes là. C'est pour ça que Futurpreneur Talk a été créé, pour coacher les entrepreneurs, pour les guider et les donner les supports besoins pour les entreprises. Le message Exactement. Le message est clair, je pense. Et j'encourage toutes les entrepreneurs d'aujourd'hui à s'engager dans l'innovation aujourd'hui pour demain. Dernier mot, Sharon? Ben justement, je passe un message aux petits business, aux entrepreneurs. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes situés à Belle-Rose. Et voilà, vous aurez les facilités avec nous. Et faites juste la démarche de venir nous voir. Voilà, c'est si bien dit, mesdames. Merci beaucoup. Faiza Mordan, merci beaucoup, Sharon. C'était d'avoir fait le déplacement. C'est la fin de cette 9e édition. Nous allons passer au double chiffre, la 10e dans un mois. Merci beaucoup. Rendez-vous à la fin de septembre. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?